Pardon, je vais pas me mettre devant nos intervenants qu'on a tant attendu pour cet événement. Du coup, bienvenue au WID, bienvenue au WID, au Week-end d'études et développement, du coup, chers intervenants et intervenantes. On va commencer du coup cette table ronde, comme on vous le disait, du coup, cette année, le WID est thématique. Une question qu'on va poser, c'est faut-il décoloniser la solidarité internationale? Questionner les systèmes, les pratiques de la solidarité internationale, l'héritage qui s'entretiennent avec l'histoire coloniale de la France et des pays occidentaux. Et pour ça, on accueille des intervenants et intervenantes toutes particulières que je présente juste rapidement. Et je passerai la parole à Sébastien Ducrid, donc Sébastien Baïel, qui est modérateur aujourd'hui de cette table ronde et qui du coup est délégué général du CRID. David Mauger, qui vient de Survie, qui est adhérent à Survie depuis de nombreuses années. Aussi chercheur en mathématiques, je crois, universitaire, et qui, du coup, Survie est une association qui produit l'information autour de la France-Afrique. Ronnie Broman, qui est médecin humanitaire, qui est à l'origine de l'ONG Médecins Sans Frontières, et aussi qui a écrit de nombreux livres qui nous ont tous et toutes peut-être inspirés ici, en tout cas je pense beaucoup, qu'on est ravis du coup d'avoir, merci, mais les autres aussi. Grâce à vous aussi. Lorna McCullan, qui vient de Échange et Partenariat, qui est une association qui met en lien des jeunes militants et militantes à travers le monde, et qui travaille sur les questions du coup, de partenariat entre jeunes militants à travers le monde. Et enfin, Anne-Sylvie Laurent de ATD Carmonde, qui est une association qui existe depuis longtemps et qui travaille sur les questions d'aide aux populations les plus démunies. Voilà, sans plus tarder, et je vais laisser aussi du coup Sébastien introduire cette table ronde. En tout cas, rappelez qu'on est très content et contente que vous soyez là et que vous puissiez apporter toute cette théorie aussi, ces réflexions par rapport à la thématique et la question qu'on pose. Comment? N'hésitez pas à tweeter. N'hésitez pas à tweeter. N'hésitez pas à tweeter depuis vos comptes, même vos comptes associatifs. Sans plus tarder, je passe la parole Oui 2019. avec le hashtag oui 2019. C'est la chose. Merci Joris. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Et je pense tous très contents aussi d'être là pour partager cette réflexion. Alors c'est vrai que c'était... je pense que c'est issu de discussions qu'on a pu avoir avec quelques-uns ces derniers temps, dernières semaines, derniers mois, autour de la solidarité internationale et justement voilà, tous ces nouveaux enjeux qui émergent, des pratiques qui peut-être parfois tardent à évoluer, en tout cas pour certains c'était dans les réflexions et moi je suis ravi de voir que du coup ça en a fait un objet central de ce week-end. Donc oui, n'hésitez pas à tweeter, hein, c'est l'événement du week-end en Ile-de-France, top trend. Donc moi je suis Sébastien Baïel, je suis délégué général du CRID. Le CRID c'est un collectif d'associations de solidarité internationale qui va bien plus vieux que moi, quoique, qui est né en 1976 et qui réunit aujourd'hui une cinquantaine de membres. Alors beaucoup d'organisations de solidarité internationale qui ont notamment monté des projets de développement pendant tout au long de leur histoire. Et qui, voilà, un espace collectif qui vise à se faire rencontrer des associations pour, d'une part, réfléchir à nos pratiques, à ce qu'on fait, mais aussi pour parfois porter du plaidoyer politique et susciter de la mobilisation citoyenne sur certains sujets, notamment l'immigration, la justice climatique et la justice sociale, mais aussi depuis peu sur les questions de criminalisation des mouvements et la restriction des espaces démocratiques qui sont vécus en France et à travers le monde. Voilà en quelques mots le CRID, on est une petite équipe. Et le micro ne fonctionne, si, il refonctionne. Et donc, moi, je suis content de modérer cette table. Alors, même si Joris a donné déjà quelques éléments sur nos invités du jour, je vais refaire un petit tour pour vous présenter. Et puis, on va aborder la question qui nous intéresse. Donc, faut-il décoloniser les systèmes et les pratiques de la solidarité internationale? On va commencer donc dans l'ordre. Donc David, toi on l'a dit, tu es un chercheur universitaire, mais sous ces termes un peu pompeux, tu es surtout membre de l'association Survie depuis de nombreuses années. Tu parleras de toute façon de Survie, mais sachez juste que Survie, c'est une association qui dénonce toute forme d'intervention néocoloniale française en Afrique et qui milite pour une refonte réelle de la politique étrangère de la France.
Je prends mes notes pour les présentations, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Et tu es co-auteur notamment du dossier noir de survie, un pompier pyromane, qui revient sur l'ingérence française en Côte d'Ivoire, la France en Côte d'Ivoire était bien décidée à défendre ses intérêts économiques et son influence dans la région. Donc on va certainement se demander en quoi justement les politiques françaises et la politique étrangère française, notamment en Afrique, influent ou pas les pratiques des ONG et des associations de solidarité internationale sur le terrain. Ronnie, donc toi tu es médecin humanitaire, ancien président de Médecins sans frontières, qu'on ne présente plus. Tu questionnes notamment les relations entre les pays originaires et destinataires de l'aide au développement. Comme l'a dit Joris, beaucoup d'ouvrages, certains en ont lu, d'autres pas. Parmi les ouvrages un peu connus, humanitaires, Le Dilemme, Aider, sauver, pourquoi, comment, et un dernier ouvrage aussi, Guerre humanitaire, mensonge et intox, dans lequel justement j'ai relevé un petit passage dans la préface où finalement certains questionnent le droit humanitaire international comme étant peut-être un artifice qui est destiné à légitimer ou en tout cas rendre acceptable des guerres. Et donc on peut se demander si ça ne perpétue pas la domination occidentale dans les pays du Sud. Donc on reviendra peut-être sur cette question. Lorna McCallum, qui est coordinatrice de l'association Échange et Partenariat. Donc Échange et Partenariat qui vise à renforcer les partenariats entre organisations françaises et organisations internationales, notamment dans le champ de la solidarité internationale et de la défense des droits, et qui vise aussi Échange et Partenariat, à répondre aux demandes d'engagement des jeunes en créant des espaces d'engagement. Alors ce qui est intéressant avec Échange et Partenariat, c'est tout l'accompagnement qui est fait justement auprès de ces jeunes, où le questionnement de la SI est central, donc on reviendra sur cet aspect-là. Et enfin, Anne-Sylvie Laurent, infirmière de formation. Tu es volontaire permanente à ATD Carmonde, on reviendra notamment sur ce qu'est une volontaire ou un volontaire permanent chez ATD. ATD Carmonde, que vous connaissez sûrement, mais qui vise à l'éradication de l'extrême pauvreté à travers le monde. Donc c'est un réseau international avec une forte présence en France, mais pas que, et dont le principe fondateur est de placer justement les personnes qui subissent l'extrême pauvreté comme étant des acteurs et des actrices de leur promotion. Donc tu as été 7 ans aux Philippines, donc ça va être intéressant aussi de voir de par ton expérience personnelle dans ce pays, en quoi la solidarité internationale peut avoir des relents de colonialisme. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant on va lancer le débat. Alors, la question c'est: faut-il décoloniser les systèmes et pratiques de la solidarité internationale? Moi, quand j'ai lu cette question, je me suis dit que c'était un peu comme le grand débat national d'Emmanuel Macron, c'est une question orientée. Parce que quand on la reprend, finalement, ça veut dire les systèmes et pratiques de solidarité internationale sont colonialistes. Et faut-il les changer? Donc ça change déjà un peu la perspective. Par rapport à cette question, peut-être pour se lancer, Ronnie, toi, qu'est-ce que tu en as compris et qu'est-ce que ça t'a évoqué quand tu as lu la thématique du jour? Merci. Oui. Ça commence mal. Non, en effet, en lisant cette question, on voit qu'il s'agit, qu'elle comporte une partie rhétorique, c'est-à-dire une affirmation transformée en question. Et après tout, c'est une interrogation parfaitement légitime, puisque la notion même de développement a été forgée à l'époque coloniale impériale, elle date en tant que concept du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et elle divise le monde entre ceux qui sont développés et qui montrent la voie, et ceux qui sont sous-développés et qui suivent la voie qu'on leur montre. Donc il y a une notion, disons, au minimum paternaliste, au maximum impérial, qui est contenue dans la notion même de développement. Et ça, c'est peut-être un peu plus embarrassant, puisque dès qu'on parle de développement, on se met en position de développeur par rapport à d'autres qui attendent d'être développés, d'être en quelque sorte menés sur le chemin vertueux de la croissance, de la division du travail et de ce genre de choses. Tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de parfaitement légitime dans cette question, ou dans cette affirmation, mais qu'elle est insuffisante. Quand j'ai tenté de faire une petite généalogie de la médecine humanitaire, comme un cas particulier de l'aide humanitaire plus générale, mais la médecine a ceci de particulier qu'elle représente un geste assez ordinaire.
assez facilement représentables, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs sources, que je ne vais pas détailler, mais que je vais simplement nommer. J'en ai trouvé, pour ma part, 3. La médecine du champ de bataille, sans doute celle qui est le plus connue, Henri Dunant, la Croix-Rouge, les médecins sur le front, etc. Donc ça, c'est ce qui est le plus immédiatement perceptible et qui est important, qui est à l'origine notamment du droit humanitaire et d'une certaine forme de médecine humanitaire. La deuxième source, qui est presque aussi évidente, bien que plus embarrassante pour les médecins militaires, c'est la médecine coloniale. Médecins sans frontières, comme d'autres organismes, ont repris à leur compte un certain nombre de techniques, je ne vais pas les détailler, mais de techniques, de façon de faire, de cadres de représentation qui relèvent directement des pratiques de la médecine coloniale. J'en rappelle une qui a donné lieu à un livre absolument passionnant sur cet enjeu, qui était la notion de réveil de l'Afrique, l'éradication de la maladie du sommeil, qui était nommé comme un programme visant à réveiller l'Afrique. Voilà les ambiguïtés, pour ne pas dire plus, de ça. Donc, deuxième source, la médecine impériale. Et troisième, ce qu'on pourrait appeler la médecine sociale issue des mouvements à la fois socio-chrétiens, des mouvements mutualistes, coopératifs du XIXe siècle, qui s'ancrent aussi dans les combats pour la réduction du travail des enfants, l'abolition de l'esclavage, l'amélioration des conditions de vie en général, bref, qui se rapproche plus de ce qui sans doute nous rassemble ici, une certaine idée de la justice sociale qu'on va tenter d'accomplir par ça. Donc, tout ça pour dire qu'il s'agit d'un ensemble très composite qui déborde la question coloniale et qui renvoie également à des rapports de classe, à des rapports de pouvoir que je trouve trop souvent négligés au profit d'une simplification, disons, à coup de critiques contre le colonialisme, critiques qui sont encore une fois légitimes, mais à mon avis insuffisantes pour représenter l'ensemble des enjeux qui sont à l'œuvre dans les questions d'aide internationale. Peut-être justement sur ce point-là, à mon avis, c'est un point intéressant qui sera à poser, parce que la question, c'est de se dire, est-ce que finalement, on est face justement à des leviers issus du colonialisme, ou est-ce que finalement, c'est bien plus profond que ça, et ce sont des rapports de domination liés aux classes ou au genre, etc., qui viennent alimenter les pratiques et la culture de solidarité internationale telle qu'on l'a dit. Peut-être que pour faire le lien, Lorna, justement, chez Échange et Partenariat, cette notion de domination et de rapport de pouvoir, elle est assez centrale dans l'accompagnement que vous faites auprès des jeunes. Merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement, peut-être avant de répondre directement à cette question, donner quelques éléments historiques et savoir un peu nous dans quelle histoire on s'ancre et on ancre nos pratiques et nos manières de voir les choses à Échange et Partenariat. On est une association qui est née un peu de militants qui ont débuté leur engagement il y a très longtemps, et notamment à partir des années 60, justement parce qu'ils se sont engagés, ils étaient, disons, des coopérants, et ils se sont engagés auprès des mouvements justement décoloniaux et de libération des peuples, justement en se posant la question de la coopération et avec ce mouvement de décolonisation, comment est-ce qu'on repense les rapports de coopération et comment est-ce que ces rapports-là peuvent essayer de transformer ou en tout cas de dépasser les rapports de domination hérités de cette histoire-là. Donc en fait, dès le départ, ils ont posé ces questions-là et au fur et à mesure, s'est imposée la notion justement de solidarité internationale. Donc voilà, on a entendu les questions de développement, les questions d'aide. Peut-être revenir sur ce que nous, on entend derrière solidarité internationale, parce que c'est un grand mot
un peu valise, qui est très souvent utilisée. Donc, pour nous, la solidarité internationale, c'est la solidarité qui s'incarne à la fois à l'international, mais déjà aussi au sein de chaque pays, au sein de chaque société. Donc ça dépasse largement le rapport nord-sud, justement, qui pouvait être sous-entendu dans les rapports coloniaux. Et pour essayer de mettre en pratique cette solidarité internationale, pour nous, ça passe par le partenariat. Donc ça, c'est pareil, c'est encore un grand mot qui est utilisé par plein de monde, et qui, du coup, peut vouloir tout et rien dire. Mais pour nous, le partenariat, c'est justement comment est-ce qu'on travaille ensemble avec des organisations qui luttent dans leur propre pays pour, justement, plus de liberté, de justice sociale, de paix, de démocratie. Voilà, pour l'égalité des droits pour toutes et tous. Et donc justement très vite, via aussi nos réseaux de partenaires en France, en Europe et à l'international, les questions des rapports de domination ont été très vite élargies au-delà des rapports néocoloniaux, justement pour rejoindre la question des rapports de classe, mais aussi les rapports de genre, de sexe, de religion, etc. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire justement dans l'accompagnement des jeunes qui partent dans le cadre de notre programme d'échange, c'est de poser ces questions de rapport de domination, mais pas seulement dans un échange en allant dans des pays dits du Sud, ou voilà, mais plus globalement aussi dans n'importe quel engagement, ou dans n'importe quelle d'ailleurs interaction on va dire. Voilà, quels sont les rapports de domination qui sont à l'œuvre, comment est-ce qu'on se positionne, qu'est-ce qu'on charrie avec nous malgré nous, de par l'histoire, de par... voilà. Et en fait, on essaye justement de faire en sorte que chacun prenne conscience de ces rapports de domination, et à partir de là, c'est qu'une fois qu'on en a conscience qu'on va pouvoir essayer de les dépasser et de transformer les rapports qu'on a avec nos copains militants, où qu'ils soient. Oui, tu ajoutes une dimension peut-être personnelle aussi. Enfin, il y a l'aspect systémique des dominations et des rapports de pouvoir. Et là, le sujet qui est intéressant aussi, c'est justement comment, à titre personnel, on y porte un regard déjà. Est-ce qu'on les identifie? Si on les identifie, à quel moment on va les intégrer et comment on va réagir par rapport à ça? Et du coup, au-delà même de la dimension projet, ou comment, à titre personnel, dans mon interaction et avec les autres, je vais pouvoir avancer, évoluer ou m'adapter à ça. Peut-être que du coup ça fait le lien justement aussi avec ton expérience plus personnelle au sein d'ATD, de comment fonctionne ATD et ce que toi tu as pu en vivre aux Philippines directement. Bonjour à tout le monde aussi. Donc oui, ATD Carmonde existe depuis environ 60 ans et a toujours été défendu par un homme, Joseph Brzezinski, qui lui-même avait connu en fait la grande pauvreté. Et pour lui, ça a toujours été très important de soutenir les engagements de toute personne, qu'elle soit dans les situations de pauvreté, mais qu'elle soit citoyenne dans la société, voilà, dans la société civile, qu'elle soit représentante dans des institutions ou gouvernements. Et aussi, très vite, il s'est dit il faut qu'il y ait des personnes qui soient des permanents, qui rejoignent son combat avec des familles de manière permanente. Donc, il a créé le volontariat permanent d'ATD Carmonde, d'abord en France, puis en Europe, puis plus loin. Et sa démarche a toujours été, en fait, en allant dans d'autres pays, toujours d'apprendre d'abord des autres
des autres lieux, comment font les gens au Sénégal, quelles sont les associations qui sont déjà présentes. Donc c'était vraiment sa démarche. Si, et c'est un peu la démarche qu'on a dans le volontariat. Donc pour faire le lien, par exemple, il y avait une question qui parlait de la solidarité internationale. Quel autre mot on pourrait en donner? Moi, je me suis dit, on pourrait dire la solidarité réciproque. C'est pas parce que je suis suisse que je vais aux Philippines que je vais forcément apporter quelque chose de plus ou de particulier qu'une volontaire philippine qui, elle, vient en Suisse. Et ça, c'est pour donner un exemple concret, c'est que maintenant où je suis dans le Val d'Oise et j'ai une de mes coéquipières qui est, elle, philippine et qui a été dans l'équipe de Genève, donc dans une équipe locale. Et en préparant, je me suis dit, je vais lui demander pour elle, qu'est-ce qui l'a surprise en étant volontaire à Genève, qu'est-ce qu'elle a découvert de la pauvreté. Et pour elle, ce qui l'avait beaucoup marqué, c'est de dire qu'en fait, la pauvreté isole beaucoup. Ce qu'elle avait nettement moins vécu dans son propre pays. Parce que les gens appartiennent encore beaucoup plus à un groupe. Et elle disait, les personnes, même si elles n'ont pas à manger 3 fois par jour, le fait qu'elles appartiennent à un groupe leur donne tout un réseau comme ça de solidarité, d'interdépendance, où il y a toujours quelqu'un qui va aller offrir du riz, et puis un jour la personne rentre. Donc c'était pour montrer cet exemple du volontariat international. Et ensuite, on est attentif aux engagements des personnes des pays. Donc ça fait partie aussi de notre travail d'encourager les échanges entre eux, d'une reconnaissance entre eux. Effectivement, il peut y avoir des personnes qui sont bien installées dans la société et des personnes en grande pauvreté vont très vite ou très souvent se dire moi j'ai rien à dire. La personne qui a fait des études et qui a sa position dans la société, c'est elle qui doit être écoutée en premier et c'est elle qui a raison. Donc c'est tout ce travail aussi qu'on est amené à faire dans chaque pays où l'on est. Merci. Alors, peut-être qu'on va essayer de reprendre un petit peu de hauteur sur le sujet. Là, on a vu dans les grandes lignes qu'au vu de la question posée, on ne peut pas limiter la question de la solidarité internationale et de l'influence du colonialisme sur la solidarité internationale, puisque finalement, le colonialisme n'est qu'un aspect de leviers de domination qui sont présents dans nos sociétés à travers le monde et que ces dominations ont un impact sur les personnes et dans nos rapports à l'autre, et donc comment nous allons faire vivre la solidarité internationale au vu de ces enjeux-là. J'ai envie de poser la question justement plutôt côté Survie, parce que Survie c'est une organisation qui a évolué dans son histoire, qui est partie justement de l'idée du développement, l'aide au développement, et qui petit à petit a creusé le sujet pour finalement le politiser de plus en plus fortement. Donc qu'est-ce qui a amené, quel fil a été tiré pour en arriver à une critique plus forte des politiques aujourd'hui françaises, notamment sur ce qu'on appelle la France-Afrique? Qui est dépassé par l'action internationale, les actions de solidarité, avant d'en venir, avant de connaître Survie, de faire le premier pas et d'en devenir membre. Et d'autre part, à l'origine, effectivement, Survie, au début des années 80, avait un discours très très différent de celui d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait eu de nombreux prix Nobel au niveau international qui avaient lancé un appel pour dire qu'il était absolument intolérable qu'à cette époque, encore tant d'enfants meurent de la faim dans le monde. Et il s'agissait notamment de rendre l'aide publique plus efficace. Ça a débouché en Italie et en Belgique sur des lois qui ont réformé l'aide publique. Et en France, ça n'a pas été le cas. Alors qu'il y avait pas mal de soutien au niveau des hommes politiques locaux, un mouvement parmi les maires, des députés qui avaient signé l'appel
correspondants, mais au niveau du gouvernement français, visiblement, il y avait des blocages. Dans les années 80, il y a eu aussi un certain nombre de scandales, notamment l'affaire Carrefour du Développement, qui était intimement liée au ministère de la Coopération, et dans lequel on s'apercevait à quel point une partie de l'aide pouvait être détournée. Il a aussi été question de financement de partis politiques en France, dans une époque très récente avec la campagne de 2007, mais bien avant, dans les années 80 aussi. Donc il y a eu toute une problématique sur, mais finalement, cette aide, à qui est-ce qu'elle sert réellement? Est-ce qu'elle est destinée plutôt à entretenir des régimes amis de la France? Ou bien est-ce qu'elle bénéficie vraiment aux populations locales? Donc ça a été un premier grand virage de l'association Survie, de prendre conscience de l'instrumentalisation de l'aide publique. Après, il y a eu un autre virage en termes de l'action militaire de la France. Il s'est passé quelque chose de terrible en 1994 au Rwanda, et le président de Survie à l'époque, un an auparavant, donc un an avant le déclenchement d'un génocide, était allé sur un plateau de télévision pour avertir de ce qui était en train de se passer, d'une politique au niveau du gouvernement rwandais qui a mené au plus terrible des crimes. Et s'il l'a fait sur un plateau de télévision en France, c'est parce qu'il connaissait des liens extrêmement forts qui pouvaient exister entre l'Élysée et le régime en place sur place. Donc ça a été le deuxième grand virage de l'association Survie, et qui débouche aujourd'hui sur une remise en cause extrêmement radicale de la politique étrangère de la France, s'agissant de ses anciennes colonies, notamment en Afrique. Alors, on le sait assez peu, mais la France maintient, par exemple, des bases militaires permanentes dans 4 pays d'Afrique. Autrement dit, les soldats de la coloniale n'ont jamais quitté le sol africain, malgré les indépendances qui ont eu lieu en 1960. Donc, pour une quinzaine de pays, ça fait déjà une très très longue période. Il y a eu un autre instrument tout à fait officiel, comme les bases militaires sont tout à fait officielles, qui est le franc CFA, dont on entend parler un petit peu ces derniers jours, parce qu'il y a des escarmouches entre les officiels italiens et le gouvernement français, justement sur le rôle du franc CFA. Donc ça, ce sont des instruments tout à fait officiels, c'est ce qu'on appelle des piliers de la France-Afrique. Et ça s'accompagne enfin d'un certain nombre d'actions un petit peu plus occultes. Je vous ai parlé des retours d'argent en France, mais il y a eu aussi l'élimination d'un certain nombre de leaders politiques dans les années 60, au moment des indépendances, grosso modo. Et on a fait très attention à l'époque, au même moment où on accordait ces indépendances, de mettre en place des régimes qui faisaient l'affaire des intérêts français. Aujourd'hui, on ne peut pas agir de la même façon que dans les années 60, c'était la faillite. Et donc les deux piliers dont je vous parlais existent toujours, et disons que l'action militaire de la France s'accompagne d'un discours politique qui incorpore le plus souvent les droits de l'homme, c'est ce qui est mis en avant, qui incorpore aussi les résolutions qu'on peut obtenir auprès de l'ONU, mais après on s'aperçoit sur le terrain qu'on va bien au-delà des résolutions qui ont été votées, et que l'action militaire sur le terrain ne correspond pas à ce qui avait été accordé comme mandat à la France. Et donc effectivement, nous, on a inscrit la réflexion sur la solidarité internationale, notamment, on se demande dans quelle mesure est-ce que, certaines fois, il n'y a pas une instrumentalisation, y compris au niveau local, de cette aide. Pour prendre des cas relativement concrets, je pourrais parler à la fois d'Haïti. En 2003, il y a eu un tremblement de terre absolument terrible à Haïti, et il y a eu un programme d'aide sur, je crois qu'initialement, il était prévu que ce soit sur une quinzaine d'années, je ne sais pas exactement ce qu'il en a été par la suite, avec une action internationale extrêmement forte à coût de milliards de dollars en termes de budget, en tout cas, c'est ce qui était annoncé. Alors je me trompe peut-être 2010, pardon. Et j'ai eu récemment connaissance du travail de Raoul Peck sur cette question-là, qui a fait un documentaire qui s'appelle Assistance mortelle. Il a donné des entretiens sur France Culture, et c'est comme ça que je connais un petit peu la réflexion qu'il a menée là-dessus, et qui en vient à une conclusion, c'est que il y a eu l'état du tremblement de terre, mais que le déferlement de l'aide internationale a été une seconde catastrophe pour Haïti.
en ce que cette aide a ignoré les structures qui étaient en place, le gouvernement qui était toujours en place, certaines entreprises de distribution de l'eau qui continuaient à fonctionner, par exemple, alors qu'on a apporté de l'eau et qu'on a, par là même, au contraire, plutôt déstabilisé les structures existantes sur place. Donc c'est cette dissymétrie, effectivement, des rapports qui s'instaurent très souvent, malheureusement, lorsqu'il est question d'aide, qui nous interroge énormément à survivre. Mais je suis très heureux qu'aujourd'hui, justement, on ait plutôt des structures souvent plus légères, mais qui en tout cas ont pleinement incorporé cette réflexion. Oui, je voudrais réagir sur deux points en introduisant un petit peu de dissensus ou un petit peu de désaccord. D'une part sur Haïti et le tremblement de terre qui me semble être un exemple très concret, très pratique d'un regard relativement biaisé. J'ai eu l'occasion de discuter avec Raoul Peck lors d'un débat radiophonique sur son film et lui exprimer mon désaccord, donc je n'hésiterai pas à le reproduire ici. Mais avant, je voudrais dire quelques mots de cette notion qu'on a déjà abordée plusieurs fois et qui revient de manière très récurrente dans le domaine de l'aide internationale. Moi, je parle plutôt d'aide internationale que de solidarité internationale. J'y mets un sens un peu différent, mais bon, on pourra éventuellement revenir là-dessus, qui est cette notion d'instrumentalisation. L'instrumentalisation est une notion utilisée péjorativement. Ça veut dire qu'on envoie quelque chose, un produit, un service, de l'argent, et qu'il est utilisé à des fins différentes de celles pour lesquelles il a été envoyé. Donc c'est une sorte de détournement de but. Or, il me semble que là, il y a on va dire une vision un peu trop théorique, un peu trop stratosphérique, disons, sur les réalités sociales. Dans la pratique, et c'est dans mon expérience de Médecins sans frontières que j'ai pu le constater, lorsqu'on est accueilli sur un terrain de crise majeure, ce qui est quand même l'essentiel, mais pas le tout de l'action de MSF, ou en population, situation de disette, épidémie, guerre, évidemment, catastrophe naturelle, on commence à traiter avec les autorités. On les rencontre et on essaye de trouver un terrain commun parce qu'on a besoin d'autorisation, de relations avec le pouvoir, justement parce que nous ne sommes pas inscrits dans une logique impériale, en tout cas nous essayons de ne plus l'être, et que le pouvoir local, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur la nature de celui-ci, le pouvoir local, c'est le pouvoir, quand je dis local, ça veut dire national et sur les lieux où on travaille. Et ce pouvoir, il tire nécessairement profit de l'aide qui va être apportée, profit matériel, par de l'argent qui va pouvoir être repris, mais aussi par le placement de personnes qui vont pouvoir être salariées du dispositif de l'aide, et encore de bien d'autres formes, enfin disons ça, ce sont les plus évidents. Pouvoir symbolique également, on est là, on fait venir des étrangers, on accorde des bénéfices à la population via les relations que l'on peut nouer avec d'autres institutions à l'étranger. Donc on tire un bénéfice symbolique, en tout cas on entend tirer un bénéfice symbolique, peut-être qu'il n'est pas toujours au rendez-vous, mais en tout cas il est dans les esprits au départ. Donc la question n'est pas de savoir, à mon avis, si l'aide est instrumentalisée ou non, parce qu'elle l'est à tout coup. Il n'est pas envisageable d'imaginer une aide qui ne fasse pas l'affaire de ceux qui l'accueillent en premier ressort, c'est-à-dire de ceux qui la rendent possible du fait de contrats, de cadres, de mémorandum of understanding, d'accord que l'on signe avec les autorités. Elles doivent être intéressées par ça. Donc la question n'est pas de savoir si on a instrumentalisé ou non, la question est de savoir si on apporte plus de bénéfices à la population que l'on entend aider, que l'on vise à aider, qu'au pouvoir qui parfois est bien à l'origine des problèmes que l'on tente d'atténuer sur le terrain. Donc c'est plus une affaire d'équilibre dynamique, et j'insiste sur le mot dynamique, parce que ce qui est vrai au début, par exemple, une action qui est vraiment bénéfice, enfin qui apporte l'essentiel de ses bénéfices
à la population et peu à peu qui peut être récupéré, détourné, réorienté par le pouvoir. Donc ce sont des enjeux qu'il faut réexaminer régulièrement. Mais s'imaginer que l'on peut aller quelque part sans qu'il y ait un intérêt de la part des autorités pour cette aide, c'est se tromper, c'est s'illusionner sur ce qu'est. Donc le problème n'est pas instrumentalisation ou non, le problème est instrumentalisation majoritaire au profit de qui? Et là, c'est une question ouverte. Je ne développe pas plus, j'ai essayé dans plusieurs articles ou textes de traiter de façon concrète cette question à partir d'une notion d'espace humanitaire que j'avais proposée dans ce sens-là, mais je ne veux pas être trop long. Le deuxième point, c'est sur, et il nous ramène alors là vraiment au cœur, je pense, de la question qu'on discute. Si je suis trop long, tu me dis, hein, c'est pas donc c'est typiquement illustré dans le film de Raoul Peck, donc ancien ministre de la Culture de Haïti, donc ancien, membre de l'élite haïtienne, qui vit au Canada depuis, qui est un grand réalisateur, fait un très très beau film d'ailleurs sur le Rwanda, sur Tony Nicoli, mais qui sur la question de la espèce de république des ONG, cette république impériale des ONG, qu'il critique très durement, et sur l'attitude impériale des grands donateurs qui ignorent eux aussi les structures locales, il y a beaucoup à dire, car ce que ne dit pas le film de Raoul Peck ni son auteur dans les débats, c'est que Haïti est une sorte de paradis néolibéral. Alors quand je dis un paradis néolibéral, c'est un paradis pour les riches néolibéraux et un enfer pour, enfin en tout cas une société extrêmement dure, extrêmement violente, en particulier à Port-au-Prince. C'est moins vrai dans le reste du pays, mais à Port-au-Prince, c'est terrible. Donc quand on dit qu'il y a un gouvernement, quand Raoul Peck nous dit qu'il y a un gouvernement et des structures qui ont été ignorées, dédaignées par l'aide internationale, ce dont il semble ne pas se rendre compte, c'est que ce gouvernement et ces structures étaient totalement invisibles pour ceux qui venaient aider. Et que ce gouvernement minimaliste, il n'est pas le résultat, il est le résultat d'une sorte de volonté, une volonté conjointe d'élites haïtiennes et d'élites nord-américaines, qui, dans des accords de libre-échange, ont littéralement ruiné la paysannerie haïtienne, qui entraînait un immense exode rural vers Port-au-Prince, et une partie des victimes de ce tremblement de terre étaient bien des personnes qui venaient directement de la campagne. Bref, les torts qu'il impute à la société internationale, je dis ça plutôt que la communauté internationale, à la société internationale, ONG, gouvernement qui propose de l'aide, ne sont pas fabriqués, ils existent naturellement, il y a bien un certain nombre de torts, mais là où il y a une véritable distorsion du réel, c'est dans l'ignorance totale de la réalité politique haïtienne qui est celle. On décrit souvent Haïti comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Je trouve cette formulation brève trompeuse, car avant d'être le pays le plus pauvre du monde, c'est un des pays les plus injustes du monde. C'est un pays où à 2 km de distance, on voit des villas avec des gens qui ont leur héliport et qui se déplacent avec leur hélicoptère privé, qui ont une communication directe avec Miami ou le reste des destinations chics, et puis des bidonvilles immenses de centaines de millions de personnes, de gens qui vivent pratiquement uniquement des déchets de ce qui reste des riches. Et ça, Raoul Peck l'ignore superbement. Et à mon avis, en l'ignorant superbement, il passe totalement à côté du problème de l'aide internationale à Haïti. Oui, alors je ne vais pas rebondir sur la question d'Haïti, pour le coup. Par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est justement cette question d'instrumentalisation de l'aide publique, ou en tout cas, que j'aurais tendance à élargir à la question des financements, qui se pose pour l'ensemble des associations, soit qui sont plus sur de l'action humanitaire, de l'aide internationale, ou sur des questions aussi de défense des droits, de plaidoyer, de campagne.
toutes nos organisations et associations sont financées. Et je trouve que c'est important aussi, quand on s'engage quelque part, et même au niveau de chaque structure, de réfléchir à ces questions de financement, parce que, comme vient de le dire Ronnie, c'est jamais anodin, ces questions de financement. Il y a toujours une attente de quelque chose, de quelqu'un, de la personne qui donne, de la personne qui... Et toujours se poser la question justement des coûts et des bénéfices de ces financements, parce que c'est aussi des questions qui se posent au niveau des financements européens, de l'APD, des grandes fondations aussi privées, qui ont, tous ces acteurs-là ont aussi leur propre agenda et vont aussi utiliser ces financements pour aussi justifier certaines actions ou en faire oublier d'autres. Et c'est toujours important, en tout cas en fonction des objectifs qu'on se donne, en tout cas d'avoir en tête ces questions-là, et encore une fois, ces questions de qu'est-ce que chacun en attend, et est-ce que les avantages de ces financements sont supérieurs aux coûts, ou en tout cas ce qu'on nous demande. Et nous, c'est aussi quelque chose qu'on pose notamment au retour, avec pas avec les jeunes qui partent, parce qu'ils ne vont pas forcément être amenés à vraiment gérer ces questions de financement, mais en tout cas au retour, on fait tout un accompagnement aussi sur le parcours d'engagement et aussi professionnel, parce que c'est aussi une préoccupation. Mais voilà, on pose ces questions de financement, de comment est-ce qu'on construit aussi un projet, et surtout la question de ne pas subordonner son objectif d'association, son objectif politique, aux contraintes des bailleurs qu'on va aller trouver, et c'est d'autant plus saillant depuis quelques mois et années, où on voit aussi qu'il y a de plus en plus de contraintes, en tout cas de baisse de subventions ou de demandes, des chartes, des choses comme ça pour avoir accès à certaines subventions, qui posent vraiment cette question de est-ce que je ne mets pas à mal mon objectif politique, et est-ce que vraiment je défends en allant chercher ces financements-là, et est-ce que en tout cas, au moins poser ces questions-là, moi ça me paraît important, donc que ce soit au niveau de l'aide internationale, mais aussi plus largement dans l'ensemble des activités qu'on mène, quel que soit notre mode d'action, notre stratégie d'action. Voilà, c'est juste pour rebondir. Est-ce que ça te fait réagir aussi? Oui, il y a peut-être deux points donc, par rapport au financement. Le financement prioritaire, c'est le financement des dons privés. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de subventions de la part du gouvernement. Ensuite, on essaye aussi de faire des financements pour des projets. Par exemple, là, il y a des financements via l'AFD, l'Agence française pour le développement. Mais quand on était aux Philippines, on nous disait vraiment, vous, aux Philippines, essayez de trouver des sous. Dans le pays, il y a aussi des personnes qui ont des sous, il y a aussi des associations, enfin des fondations aux Philippines. Donc de fil en aiguille, il y avait des membres d'APD aux Philippines qui, eux, ont des liens et qui arrivaient à lever des fonds plus facilement pour des projets. C'est plus difficile de lever des fonds pour l'action des volontaires, par exemple. Donc on est assez encore dépendant des dons. En France, quand j'étais aux Philippines, mon indemnité était plutôt payée par la France et j'ai pu bénéficier d'un contrat de volontaire solidarité internationale. Et après, il y a une réflexion. Par exemple, on a un pôle qui s'appelle le pôle administration, éthique et finance. Donc, on essaye vraiment de ne pas approcher certaines entreprises qui sont connues pour ne pas avoir des pratiques éthiques. Oui, ça doit faire beaucoup, je ne sais pas, je ne connais pas la liste. Mais... Il ne reste plus grand-chose à la fin.
crois que j'ai une demande de droit de réponse. Non, alors c'est pas souvent un droit de réponse. Et je ne savais pas du tout que j'allais réactiver un débat qui avait lieu en fait, par l'UPEC, donc mon attention n'était pas du tout polémique. Mais je regarderai le débat, c'est sûr. Alors, dans ce que tu as dit, il y a des choses qui font écho à des problématiques qui sont au cœur de notre réflexion. Par exemple, la question de l'invisibilité d'un gouvernement local et la question de la légitimité, effectivement, du pouvoir qui est sur place. Dans le meilleur des cas, sur un territoire où il va y avoir une action de solidarité internationale, effectivement, il y a un gouvernement avec des structures, mais parfois c'est pas le cas. Parfois, on peut se retrouver à intervenir, alors là c'est peut-être des structures plus solides qui vont intervenir, mais sur des territoires où il y a une rébellion, où il y a un conflit armé, ce genre de choses. Et la réflexion que nous on se pose dans ces cas-là, c'est dans quelle mesure est-ce que l'instrumentalisation dont on parlait tout à l'heure ne va pas servir finalement à un mouvement armé à durer sur un territoire, alors que sinon, sans la présence d'une aide pour maintenir des structures comme l'école, comme des structures médicales, la population fuirait ou bien se retournerait contre ce mouvement de rébellion, et finalement la rébellion perdrait toute crédibilité et partirait en déliquescence. Donc dans quelle mesure est-ce que cette instrumentalisation qui est tout à fait inévitable n'est pas parfois aussi du fait de mouvements dont la légitimité est quasi nulle. Donc voilà, il y a cette question-là, et aussi en écho à ce dont on parlait sur Haïti, je pense qu'au niveau historique, tu as rappelé un petit peu le contexte et l'image qu'on pouvait avoir d'Haïti. C'est aussi une ancienne colonie française et dont le développement a été considérablement empêché par une histoire de dette. Alors la problématique de la dette est beaucoup plus large que ça, il y a un certain nombre de pays très endettés, mais la manière dont Haïti a été endetté, c'est au moment de la décolonisation, les grands propriétaires terriens ont obtenu une indemnité absolument colossale de la part de cette nouvelle entité, ce nouveau territoire. Et il y a eu l'anniversaire de cette dette, c'était les 200 ans il y a quelques années, il y a eu toute une réflexion autour de la thématique du remboursement de cette dette que Haïti a continué de verser, je ne sais pas si c'est pendant 50 ans, mais pendant une période extrêmement longue, à la France. Et qui, évidemment, les rapports de dette dénaturent complètement le rapport de force. Donc effectivement, ça date du 19e siècle. Alors, et toujours pour continuer sur cette problématique de la dette, Survie fait partie d'une plateforme qui s'appelle la plateforme Dette et Développement. Elle tire son origine dans le mouvement de contestation de la légitimité de la dette des pays du tiers-monde et souhaiterait, a priori, une annulation de la dette des pays du tiers-monde. Notamment, ça repose d'un point de vue juridique sur la remise en cause de la légitimité des gouvernements qui avaient pu contracter cette dette. Et en fait, au sein de cette plateforme, il y a à la fois Survie, il y a pas mal d'associations de développement qui sont des très grosses structures françaises, notamment le Secours catholique et le CCFD. Il y a aussi la branche Afrique de certains syndicats comme la CGT et la CFDT, donc c'est un tour de table relativement divers. Et je me suis aperçu à quel point est-ce que la question d'annulation de la dette, en fait, était perçue de manière très différente selon qu'on était des structures comme nous, qui n'avons aucun partenaire sur le terrain, on a un discours politique, on a du dialogue avec des gens qui ont envie des mouvements d'émancipation locaux sur place dans certains pays d'Afrique, mais on n'envoie pas des gens sur le terrain, et donc du coup, nous on est de manière extrêmement brutale pour l'annulation de la dette, point barre, quel que soit le gouvernement qui est en place, à cause de l'historique de cette dette, tandis que d'autres structures, pour qui le partenariat local est extrêmement important, ont un regard qui est très différent. Et c'est lié à des questions de financement, effectivement, de leurs partenaires.
Et donc voilà, la lecture peut être très différente pour des raisons très concrètes d'investissement sur le terrain. Eh ben, sacré sujet. Ce qui est intéressant de voir, enfin moi ce que je retiens un petit peu dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait. C'est qu'on part d'une question qui pose un sujet, le fait que la SI soit dans des principes de colonisation ou issus de principes de colonisation, et puis on part sur les questions de domination et de pouvoir, puis on voit qu'il y a la question de l'instrumentalisation, on voit qu'il y a des termes qui ne sont pas utilisés de la même manière non plus. Rolly, tu utilises beaucoup l'aide et non pas la solidarité. Et du coup, j'aimerais bien poser ce point-là avant de peut-être aussi passer aux questions et puis aux réactions. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de solidarité internationale, on se définit comme tel, en tout cas pour certains types d'acteurs, et pour d'autres, on va être sur l'aide internationale. Et pour moi, les mots ont une importance. Donc j'aimerais juste savoir pourquoi tu utilises le mot aide plutôt que solidarité. Et je vois deux têtes qui bougent derrière. Pourquoi ça vous fait réagir aussi? Enfin, j'ai mon avis, mais j'aimerais vous entendre. D'une part, il y a ma propre, disons, culture professionnelle, si j'ose dire. Je suis médecin. Je suis engagé depuis toute mon existence, disons, de médecin dans des opérations d'aide médicale, et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est aide, parce que, disons, parler de solidarité médicale, ce serait un petit peu bizarre, tandis que l'aide médicale, disons, ça s'inscrit dans une compréhension immédiate. Mais au-delà de cet aspect, disons, relativement anecdotique, ou en tout cas un peu personnel, pour moi, le mot solidarité a deux sens différents, disons, un sens descriptif et un sens prescriptif. Le sens descriptif, ça veut dire bon, nous sommes sur une terre qui ronde, nous sommes l'urgence climatique nous rappelle que de fait nous sommes globalement solidaires, sans qu'il y ait la moindre connotation morale ou éthique attachée à ce mot. Nous sommes de fait parce que nous sommes au même endroit, exposés au même risque. Évidemment, avec des possibilités de réactions diverses, il y a aussi une injustice sociale dans le dérèglement climatique, mais globalement tout de même, c'est une menace. Donc, cette question-là nous pointe vers cette compréhension descriptive du mot solidarité. Et puis il y a, et c'est dans ce sens-là, je crois que le mot solidarité est inscrit sur des t-shirts ici, ce qui devrait être, nous devions être dans un monde plus solidaire, sous-entendu plus juste. C'est de cela, me semble-t-il, qu'il s'agit. Or, moi, il me semble que si on veut parler de justice, on tente la justice, et pas de solidarité, dans la mesure où il y a une certaine ambiguïté. Et puis, par ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter, alors sur un domaine beaucoup plus restreint, le conflit israélo-palestinien, avec certaines personnes, Alain Finkielkraut notamment, avec qui j'ai fait un livre extrêmement oppositionnel là-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand il déclarait sa solidarité avec Israël, moi je me demandais de quelle solidarité on parlait, avec la solidarité de celui qui presse le doigt sur la détente, ou avec une politique écœurante et révoltante. Bref, tout ça me semble, je trouve que c'est trop vague, trop polysémique, et qu'il vaut mieux aller plus directement. Évidemment, pour moi, c'est pas une fois de mot, hein. C'est sur un mode politique qu'on développe des formes de solidarité. Ça va être notre critique de l'humanitaire qui rejoint une question, une remarque qui était posée sur l'enjeu de savoir s'il ne serait pas préférable de couper toute assistance, que les gens du Nord restent au Nord. Pour moi, il y a là une forme de radicalité un peu théorique. L'humanitaire s'intéresse au présent, la politique s'intéresse à l'avenir, si l'on veut, à partir du présent, bien sûr, mais il me semble que, certes, on peut opposer les deux, mais je pense qu'il faut surtout les dissocier. Les dissocier sans penser que l'humanitaire est indépendant du politique, mais qu'il est important de savoir
penser les formes d'une assistance qui ne doit pas nuire. Je suis évidemment d'accord avec ce principe hippocratique général, hein, c'est Hippocrate qui a énoncé ce primum non nocere. Moi j'ajouterais que, disons, je préfère dire d'abord tenter de faire quelque chose avec le souci de ne pas nuire. Je vais mettre comme enjeu primordial une proposition négative. Moi ça ne me satisfait pas, ça ne satisfait pas mon besoin d'engagement, donc je préfère mettre l'engagement pensé, l'engagement qui n'abandonne pas la réflexion au profit de l'action, mais c'est comme ça que... Et il me semble qu'on peut, disons, s'engager dans l'aide humanitaire en tentant au maximum de se défaire de l'empoisonnement compassionnel, du paternalisme qui est inclus, en réfléchissant sur les rapports entre l'aidant et l'aidé. Et en étant capable d'imaginer que ce n'est pas une relation égalitaire, c'est une relation dissymétrique, pour reprendre la formule qui était employée par David. Mais cette relation dissymétrique, elle est inscrite dans une réalité qu'il vaut mieux prendre en charge plutôt que de la nier. Alors, on peut peut-être la contester en se situant dans une perspective un peu durable, c'est-à-dire tenter de la réduire et finalement de l'éliminer. Mais il me semble que la dernière des choses à faire serait d'en contester l'existence simplement parce qu'elle est déplaisante. Et moi, j'ai là, mais c'est peut-être aussi ma culture professionnelle qui m'influence. Là, les individus sont, enfin, ils ont leur valeur propre, même lorsque ils s'opposent quelque peu dans la réflexion sur la pratique médicale, l'idée d'une égalité entre soignants et soignés s'appuie, disons, sur deux extrêmes, une sorte d'extrême idéaliste socialiste où l'égalité de tous passe par l'égalité de tous dans toutes les situations, qui me semble être une abstraction certes vertueuse, mais tout de même une abstraction qui nous aide peu à penser le réel, nous aide à penser un horizon, mais pas la situation dans laquelle on se trouve. Et de l'autre côté, ce qui doit être, on a dit, notre obsession, et qui d'ailleurs l'est, je l'ai repéré dans plusieurs questions, à savoir la contre-actualisation néolibérale, où finalement toutes deux personnes sont toujours liées par un contrat d'égal à égal, qui est une fiction, peut-être plus grave encore que l'autre, qui s'inscrirait dans le futur, l'idée que nous pouvons contracter d'égal à égal, une idée qui a été largement contrebattue par un certain nombre d'économistes, qui fait l'objet de théories, de contre-théories économiques, c'est le fond même de la pensée libérale, surtout dans sa version radicale néolibérale, de même que, je reprends aussi une question qui a été posée, de même que toute assistance est perverse. Mais regardons autour de nous le nombre d'assistances, le nombre de dispositifs d'assistance dont nous bénéficions et que nous tenons pour des biens précieux. Et ce sont ces dispositifs d'assistance qui sont contrebattus par l'idéologie néolibérale. Et moi, je regrette qu'il y ait dans le milieu de l'aide internationale une connotation si péjorative accolée au terme d'assistance. Pour moi, l'assistance n'a rien de péjoratif. Encore une fois, c'est en rapport avec une pratique peut-être un peu particulière, mais en tout cas, les bénéfices que les uns et les autres, surtout ceux qui viennent de milieux modestes, nous avons pu tirer de formes d'assistance visant à corriger l'injustice, je termine, sont réels. Donc, attention à une sorte de gauchisme néolibéral, de rencontre inattendue entre une forme de gauche radicale qui veut s'inscrire dans une égalité parfaite et la fiction de cette égalité parfaite que véhicule la pensée néolibérale. Il me semble que dans les deux camps, on a une espèce de superposition idéologique apparemment inattendue, mais finalement pas si étrange que ça si on y regarde à deux. Voilà, pardon, j'étais un peu... On maintient la parité de parole. Oui, ça non, mais la parité de présence. Je suis un peu bavard.
peut-être juste quelques réflexions par rapport aux différentes questions. Sur la question justement des pratiques culturelles, que je vais raccrocher à celle de la francophonie d'ailleurs, je pense que c'est vraiment une question très importante et on travaille aussi avec des associations dans différents pays qui posent cette question de la culture ou de l'éducation populaire. En fait, ça dépend après de l'histoire de chaque pays. Encore une fois, les termes ne vont pas forcément dire la même chose, mais justement, en quoi les pratiques culturelles sont aussi des vecteurs d'émancipation et permettent un espace de liberté et d'expression, notamment dans l'espace public, mais pas que. De mon point de vue, ça serait très important que ces questions-là soient posées dans ce type de cursus. Voilà, à l'international, parce que rien n'est neutre. Au niveau de la francophonie, c'est vrai que la francophonie, c'est le rayonnement culturel de la France. Donc, voilà, déjà même ça, c'est un petit côté qui me dérange. Je peux entendre l'argument justement de contrer l'hégémonie culturelle anglo-saxonne. Après, il me semble que remplacer une hégémonie par une autre, c'est pas forcément la meilleure façon de réfléchir à les choses, et plutôt essayer de penser des moyens d'échanger sans forcément trouver une langue commune qui va de fait avantager certains et en désavantager d'autres. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est simple à mettre en place dans les pratiques, mais en tout cas toujours essayer d'avoir ces questions en tête. Au niveau de la question de solidarité internationale et de la dimension politique, c'est ce que j'ai dit juste avant. Pour moi, il n'y a pas de neutralité de positionnement sur les questions de solidarité internationale ou d'aide internationale, comme on l'a vu. Donc, c'est un engagement politique. Et après, chacun, justement, trouve sa place et son espace d'engagement. Et donc, justement, un peu par rapport à ce qui a été dit, et aussi, est-ce que les Nord ne ferait pas mieux de rester au Nord, et voilà. La question, c'est aussi déjà de toujours se questionner sur les pratiques qu'on met en œuvre par rapport à nos objectifs politiques. Et au niveau individuel, c'est aussi, parce que voilà, tout ça, c'est des grandes questions, ça peut être aussi un petit peu décourageant, une fois, de voir tout ça, on peut se dire, bon d'ailleurs, du coup, qu'est-ce que je fais ? Et c'est aussi de trouver son espace d'engagement, et celui qui nous convient le mieux. Donc, et chacun a une réponse différente, et quelque part tant mieux, parce que comme ça, il y a différentes modalités d'action. Voilà. Après, au niveau du système capitaliste, est-ce que les ONG peuvent sortir de ce système-là? Et que je rapprocherai de la question aussi, est-ce que les organisations de solidarité internationale doivent se battre contre le néolibéralisme? Alors pour moi, oui, évidemment. Parce que justement, une la doctrine néolibérale, c'est de dire que les inégalités sont naturelles. Donc à partir du moment où on veut lutter contre les inégalités, de fait, pour moi, on remet en question le système capitaliste néolibéral. Après, il se trouve qu'on est dans ce système-là, qu'on le veuille ou non, malheureusement on est dedans. Donc il faut qu'on compose avec, et c'est justement essayer de voir dans la dissymétrie qui existe, qui est là, encore une fois, que ce soit entre pays, mais au sein même d'une société. Enfin voilà, on voit bien encore une fois les rapports de domination, de pouvoir, les inégalités. Comment est-ce qu'on compose avec ça et qu'on essaye de construire des alternatives, penser des manières de faire autrement, comment est-ce qu'on peut essayer de dépasser et d'aller vers une transformation sociale. Et donc ça se joue sur plusieurs tableaux, il n'y a pas de recette miracle, sinon
je ne serai pas là en train d'en discuter. Mais voilà, nous en tout cas, de notre point de vue, c'est se poser la question de où est-ce qu'on peut aussi créer des rapports de force pour essayer de faire bouger les lignes et justement essayer d'inverser des dissymétries existantes, des rapports de domination, encore une fois, pour essayer d'aller vers plus de justice et plus d'égalité. Je voudrais juste aussi revenir sur, encore une fois, la question de est-ce que les Nord ne devraient pas rester au Nord. Ça me fait penser à la question de la mobilité qui n'a pas été, dont on n'a pas forcément parlé ici, et de la réciprocité. Dans l'absolu, il faudrait que tout le monde puisse aller partout et justement puisse circuler librement. Et je pense que ça, c'est aussi une question qui devrait être portée de manière plus affirmée, plus globalement par les organisations qui se mobilisent sur des questions de solidarité internationale. C'est justement cette question de la mobilité, cette dissymétrie criante sur ces questions-là qui influencent aussi beaucoup les pratiques. Et justement, nous, on se questionne beaucoup par rapport à ça, sur ces questions de mobilité et de réciprocité, dans le sens où les systèmes en place, de visa, etc., font que, justement, on ne peut pas avoir des pratiques réciproques dans les mêmes conditions. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on porte collectivement en tant qu'organisation de solidarité internationale. Voilà, c'est aussi une question fondamentale. Moi, j'arrive plus à partir de la question est-ce que le Nord doit rester au Nord? C'est plus comme ça que j'ai réfléchi. Alors, d'un côté, je me dis oui, de l'autre, je me dis non. Et en disant oui, moi je rejoins David dans le fait que, par exemple, si je prends l'exemple de la Suisse, qui est mon pays, il y a une initiative populaire qui devrait être votée en 2019 ou 2020 pour des multinationales responsables. Donc il y a beaucoup d'associations suisses qui se mobilisent et qui disent effectivement Nestlé, Novartis, etc. ont des pratiques qui ne sont pas responsables dans énormément de pays du Sud, et voilà, y compris par exemple des pots de pétrole en Suisse qui sont interdits, ou en Union européenne, il n'y a pas de problème pour envoyer des taux extrêmement polluants dans d'autres pays. Par exemple, il y a certains pays d'Afrique de l'Ouest, je crois, parce que ces pays n'ont pas la législation pour. Donc, il y a beaucoup d'associations suisses qui se battent pour faire changer le gouvernement et la position du gouvernement suisse qui, lui, s'oppose à cette initiative, par exemple. Donc je trouve que ça, c'est très très important d'avoir ce regard sur son propre pays. C'est un regard vis-à-vis de l'international aussi, et de toujours regarder aussi au sein de son propre pays quelles sont les inégalités qui existent et comment, peut-être en tant que citoyen, voisin, voisine, comment je peux participer. Et ensuite, ça dépend aussi des périodes de sa vie et des périodes de son engagement. Parfois, c'est à l'international. D'autres moments, c'est beaucoup plus local. Et puis, l'autre question où je dis, non, je trouve que c'est important aussi cette question du droit à la mobilité, qui a été relevée plusieurs fois. Et moi, j'ai souvenir quand j'étais aux Philippines, à TD Cameroun, on essaye d'avoir une représentation aussi au niveau international et que les personnes qui vivent la pauvreté, comme beaucoup d'autres associations le font, puissent elles-mêmes prendre la parole et faire connaître pas seulement leur histoire, mais leur réflexion. Et quand j'étais aux Philippines, on a préparé avec deux dames, une qui habitait sous un pont, l'autre dans un cimetière, en fait, pour qu'elles puissent parler du droit au logement. Et il y avait une rencontre à Bruxelles, et on a passé aussi en France, dans le centre international. Et en préparant, nous, on leur disait, on a parlé un peu de leur représentation de la France, de l'Europe. Elles ne nous croyaient pas quand on disait, si, la pauvreté existe. Elle existe en Europe. Elles ne nous croyaient pas, et quand elles sont arrivées, on a fait un tour à Paris.
En plus, c'était l'hiver, il venait de neiger. Elles ont vu plein de personnes qui vivaient à la rue. Ça les a en fait beaucoup choquées. Et donc, choquées, elles ont dit, comment font ces personnes pour vivre comme ça? C'était pas forcément une critique de la société des Français, des Suisses, c'est égal, mais elles avaient besoin quelque part aussi d'avoir cette ouverture qui est peut-être là. C'est quelque chose que chaque pays doit améliorer, mais elles ont vu aussi le reste, et je pense que ce droit à la mobilité, c'est effectivement quelque chose qui doit absolument être défendu. Et en autre exemple, alors que souvent on faisait plus des rencontres régionales, l'année passée on a réussi à faire une rencontre internationale qui a regroupé 60 personnes, dont la moitié vivent des situations de pauvreté. Et ça a demandé, entre autres, pour certains, pour essayer que les visas ne soient pas refusés, de faire des approches auprès des différents consulats, pas pour y en laisser passer, mais pour expliquer vraiment la démarche, la raison de la rencontre, et pour que les visas soient donnés. Autrement, un certain nombre de visas n'auraient pas été donnés simplement parce que la situation économique, socio-économique de la personne ne le permettait pas. Donc c'est aussi une question, c'est aussi une question de droit. Il nous reste un petit quart d'heure, je crois, donc on va peut-être reprendre une ou deux questions. Je voulais simplement réagir sur tout ça, parce que ça, du coup, tout le monde parle. Moi, j'aime un peu parler parfois aussi, mais en fait, juste sur la question du capitalisme, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a besoin des ONG pour que le capitalisme s'arrête demain? Il est autodestructeur et il s'arrête tout seul, on voit bien les limites du capitalisme, il est en train de nous mettre dans le mur, donc moi je lui fais assez confiance à lui tout seul pour s'auto-détruire, donc voilà, c'est juste en cours. Et malheureusement, ça embarque aussi l'humanité et les gens et la biodiversité, etc. Mais bon, c'est sur le ton de la blague. Mais après, je pense qu'il faut aussi envisager la solidarité internationale, ça n'est pas que l'humanitaire et l'aide humanitaire, mais c'est aussi une complémentarité d'action et d'organisation qui prennent les sujets avec leur propre identité et ce qu'elles font. Le libre-échange, il y a des organisations de solidarité internationale qui luttent contre le libre-échange, qui luttent contre les traités de libre-échange, si on parle de GEFTA, TAFTA, CETA, etc. Il y a des organisations intermondialistes qui se définissent aussi dans le champ de la solidarité internationale, qui sont ancrées dans le champ politique et qui du coup, sont sur ces sujets-là. Chacun a son mode d'action. Je pense que l'humanitaire et l'humanitaire d'urgence a une vraie utilité, il y a un vrai besoin, ça sauve des vies au quotidien et ça faut quand même ne pas l'oublier. Donc la question de est-ce que le Nord doit rester au Nord, pas complètement, parce que clairement, moi j'ai travaillé pour Action contre la faim pendant 4 ans. Action contre la faim, au quotidien, c'est des enfants qui sont sauvés de la malnutrition et du sévère. Et quand on se déplace sur les territoires en Afrique, moi je suis parti au Tchad, au Burundi, je suis parti à Madagascar, etc. Et on voit des vies sauvées, c'est des gens, c'est des enfants, et en l'espace de 6 semaines, on leur redonne la possibilité de vivre. Donc ça, faut pas le rejeter complètement. Et même si on a une poussée de radicalité, parce que il y a une violence du système dans lequel on est, une violence qu'on vit parfois, parce que moi c'est pas mon cas, je suis blanc, j'ai les yeux bleus, je suis de classe moyenne, j'ai grandi en France, je suis pas une personne qui subit le plus violemment, clairement, le système dans lequel on est, j'en ai conscience. Par contre, j'ai conscience que oui, il fait subir des violences à d'autres. Et donc, quand on voit ces violences, quand on voit, tu parlais de la mobilité, la mobilité, nous, on a la possibilité de bouger, et chaque année, c'est des milliers de personnes qui meurent en Méditerranée parce qu'ils n'ont pas le droit de bouger et de traverser les pays et d'aller de continent en continent. Ça, c'est violent. La violence des gens qui sont dans la grande précarité, que ce soit en France ou à l'autre bout du monde, ça, c'est violent. Et du coup, ça amène à une radicalité. Par contre, la radicalité, il faut l'avoir dans une posture de clairvoyance aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout rejeter en bloc. C'est des stratégies qui parfois s'opposent, mais sont souvent complémentaires. Et après, c'est chacun à sa sensibilité, va trouver sa place dans l'organisation, dans le mouvement citoyen où il se sentira le plus à l'aise. Parfois, on est dans des organisations où on est un peu aussi contraint
de mettre sa propre radicalité personnelle de côté, mais on trouve d'autres espaces d'engagement et militants qui nous permettent de crier plus fort et plus haut ce qu'on pense. D'ailleurs, petit clin d'œil à l'AFD qui fait aussi des choses très bien, qui est un financeur aussi pour, voilà, dans le champ de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en France. Et si on n'avait pas un bailleur comme l'Agence française de développement pour soutenir des organisations qui permettent de mettre en place des projets où on tente de développer l'esprit critique des gens, des jeunes, etc., sur les sujets qui nous intéressent, ce serait plus compliqué. Donc voilà, il y a toujours ce juste équilibre à trouver. C'était juste pour réagir à tout ça de façon j'espère très rapide. Voilà, des questions avant de partir. Juste une visibilité de qui a des questions. Bon, ce sera parfait, ce sera idéal. Moi je suis Anne, je travaille à la plateforme Éducation, qui est une plateforme qui regroupe une trentaine d'associations qui sont sur le champ de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, à laquelle tu viens de faire référence. Mais moi je voulais juste un petit peu continuer à citer Serge Bayala, que vous avez cité tout à l'heure, donc ce jeune burkinabé qui a été vraiment moteur dans le mouvement Ballet Citoyen. On l'a invité à Éducation à l'occasion d'une journée. C'était très intéressant, et en dehors de cette journée, on a eu l'occasion de parler. Alors il était effectivement, lui, sa position, c'est de dire pas d'aide au développement au Burkina Faso, on a notre souffert, donc je demande d'arrêt. Par contre, quand je lui ai expliqué qu'une partie de l'aide publique au développement était consacrée à ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, il en était d'abord très étonné parce qu'il était au courant de ça, et ensuite il pensait que justement cette forme d'action, parce que c'est de l'action, l'engagement à l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, était tout à fait étonné et favorable à ça. Et étonné aussi que cette aide publique au développement ne représente que 0,02% des projets qui sont consacrés à des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ne représentent que 0,02% de l'aide publique au développement. Donc c'est vraiment quelque chose d'infini. Et il me semble que c'est pourtant un champ d'engagement où, pour reprendre votre approche que je trouve très intéressante, on a à peu près l'impression d'agir avec le souci de ne pas nuire et en étant à peu près sûr de ne pas nuire. Parce qu'au centre de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, il y a cette prise de conscience que chacun, où qu'il est, qu'il soit au nord ou qu'il soit au sud, peut être acteur de son propre changement. Et c'est vraiment un champ d'action autour duquel, je pense, on a vraiment intérêt à se mobiliser très fortement. Et quand on dit ne pas nuire, c'est ne pas nuire d'abord à soi-même. Parce que très souvent, vous disiez tout à l'heure finalement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça, mais déjà c'est ne pas être soi-même un élément, sans le savoir, d'un système qui produit de l'exclusion ici en France. Et c'est vraiment dans des enjeux, des leviers d'action qui sont très forts. Donc pardon, ce n'est pas une question, c'est juste... Alors, juste parce qu'on m'a glissé à l'oreille qu'il nous reste 12 minutes, qu'on doit vraiment être dans les temps. Donc si à la fois les questions peuvent être, ou les remarques peuvent être à minima synthétiques, ainsi que les réponses, pour qu'on puisse être dans les temps. C'est dommage parce que c'est un peu plus temps dans ma tête du coup. Mais j'essaie d'être le plus concis possible. Ma question elle concerne l'influence politique dans vos actions justement sur le terrain. Moi j'aimerais bien savoir quels exemples, quelles expériences vous avez vécues, parce que c'est ça qui fait votre qualité de panel, c'est que vous avez une expérience, et j'aimerais bien si vous avez des exemples à partager, que vous voulez partager avec nous ce soir. Quels sont quelles influences politiques vous avez reçues et subies? J'utilise le mot subi parce que je pense que c'est un petit peu ça les questions qui se posent aujourd'hui. Le colonialisme, c'est un petit peu l'inverse du coup de la solidarité internationale, et c'est pour ça qu'on dit il faudrait pas la solidarité internationale, c'est du colonialisme. J'aimerais bien du coup savoir s'il y a vraiment de l'influence politique ou si c'est quelque chose que comment dirais, un symptôme de cet impérialisme et ce système capitaliste. C'était pas trop mal. Bonjour. Alors moi j'avais une question. Alors
On a parlé de la SI et les travers de la SI dans un monde capitaliste, dans un monde dominé par des pays démocratiques. Moi, j'aimerais vous poser la question de qu'est-ce que vous voyez comme rôle de la SI ou évolution de la SI dans le futur, dans un contexte de crise environnementale, de creusement des inégalités et de déclin de l'influence des pays occidentaux au profit de pays, notamment la Chine, qui sont considérés comme autoritaires. Et là, faut être Je voulais juste faire une toute petite précision, vraiment très rapide, une phrase. Du coup, non, c'était juste pour que ce que tu disais, Sébastien, soit un peu limpide par rapport à l'APD, c'est que l'aide publique au développement, c'est que notamment Études et Développement est financé par l'AFD. Et donc les discussions qu'on a là sont aussi permises. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, c'est pas tout noir, tout blanc. Voilà, il y a des espaces de liberté aussi. C'est un petit précision. Facile à écrire. Je veux bien essayer sur la première question, l'influence politique sur le terrain. Alors je ne sais pas si je vais répondre juste, si j'arrive à bien comprendre la question, si j'ai la réponse. Mais si je pense par exemple au niveau France, oui, je dirais ATD Carmonde a une influence sur la politique par rapport à certaines lois qui ont été votées, voilà, qui peut être la CMU, la loi du droit de qui a été parmi d'autres qui a pu influencer ça. Aux Philippines, on est c'est très très différent, mais on n'est pas connu, on est petit, et ce que j'ai vécu, une petite expérience que j'ai eue, c'était dans une action de relogement qui était faite par le gouvernement. Donc ça nous a permis d'entrer dans une compréhension un peu des différentes instances du gouvernement, y compris des instances politiques, de faire entendre un peu la voix des personnes qui allaient être relogées, mais avec un impact presque nul. C'était presque impossible de faire changer le programme et de vraiment permettre aux personnes de l'influencer un peu selon leurs propres souhaits. Ça c'était une claire limite d'une présence qui peut être proche des populations, qui peut être présente dans la société civile, mais qui n'a pas encore vraiment cette présence au niveau politique. Oui, comment... En fait, moi, j'avais pas compris la question de la même façon. Je sais pas, en fait... Je peux apporter une toute petite précision à la question, très rapide. J'ai dit que non. Et qu'est-ce que ça a changé à vos actions? C'est tout. C'est l'influence politique que vous avez reçue, comment vous l'avez subie et qu'est-ce que ça a changé à vos actions? On a reçu de la part de qui? Du gouvernement soit français, soit du gouvernement au pays. C'est une tutelle, quoi. Ouais, tu as une tutelle de Alors, vaste question. Je vais essayer d'être synthétique et de donner des exemples. Donc, nous, les influences politiques des gouvernements, des dispositifs issus des gouvernements qu'on a vécus ont été plutôt subis que le contraire.